Salut, moi c'est Perrine et je vais t'emmener avec moi dans une grande aventure. Cap sur l'Asie centrale, en passant par la route de la soie. Un départ en fin d'année en passant rapidement par l'Europe pour passer l'hiver en Turquie, puis remonter en Géorgie avec un passage express en Russie, au Kazakhstan, au Kirghizistan, Pakistan, et de là redescendre dans le sud de l'Inde pour aller chercher la chaleur de l'hiver encore, avant de remonter au Népal, au Chine et en Mongolie. Après le désert de Gobi, direction l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, Emirates et Oman. Un tour du monde en solitaire avec Pat le 4x4 et Noah le Husky. Mais avant, je vais te partager mon intimité. 10 ans à voyager sur un bateau. De mes 8 à 18 ans. Je veux montrer et rassurer les parents qu'avoir une jeunesse et scolarité nomade est compatible avec des études supérieures. Et puis, si adulte, je veux repartir voyager, c'est qu'enfant, j'ai dû aimer ça. Et pas juste subir une envie égoïste de la crise de la quarantaine de mes parents. Il y a beaucoup de récits de voyageurs, mais peu partagent l'après. Et encore moins au travers des yeux d'une enfant. Alors je vais te partager ce témoignage 20 ans après. Je vais te parler de la façon folle dont j'ai grandi sur la mer. C'est l'histoire d'une famille à 4 avec un chien sur un catamaran. 8 ans à sillonner les océans de la France jusqu'en Nouvelle-Calédonie en passant par l'Afrique du Sud. Toutes ces années, papa comme capitaine, maman comme professeur et ma sœur et toutou comme meilleurs amis. De mes 8 à 16 ans, on a navigué au gré du vent, des envies et à la fin de l'école. Je vais tenter de partager cette expérience en répondant aux questions qui reviennent le plus souvent. Malheureusement, le numérique n'était pas trop à l'ordre du jour en ce moment-là, donc j'ai peu de photos à partager. Je vais montrer quelques vidéos de mon récent voyage à Tahiti sur Vaini. Première question qui revient le plus souvent, l'école. C'était le sujet le plus important pour ma mère. Elle était OK pour prendre une année sabbatique, partir à l'aventure sur un bateau, inconnu pour elle, une expérience où elle avait eu le mal de mer. Sa seule condition, c'est qu'avec ma sœur, on ait une éducation. C'est parti pour le CNED. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des cours par correspondance. On parle de ça il y a 27 ans. Donc, les réseaux sociaux, Internet, c'était le tout début. Tout fonctionnait par la poste et par courrier. Alors, je te laisse imaginer le temps de réponse à nos devoirs à Madagascar, ou Papouasie-Nouvelle-Guinée, le temps qu'ils partent et qu'ils reviennent avec la correction. Principe du CNED. En début d'année, tu reçois tous les cours, un manuel par mois, par matière. Tous les mois, quand tu finis un manuel, tu envoies un devoir en France à corriger par un professeur. Au début du CE1, c'était un peu compliqué. Ma mère, elle devait un peu nous piquer constamment pour nous garder assises et pour bosser avec elle. Mais très rapidement, on a compris qu'en fait, si on n'avait pas fini, il n'y avait pas de balade. Tous les matins, on s'y mettait à peu près 2-3 heures par jour. On n'avait pas de week-end, pas de férié, pas de vacances, rien. Le seul jour off qu'on prenait, en fait, c'était nos anniversaires. C'est le jour de fête. En vrai, c'est un super apprentissage. T'apprends à être autonome, te débrouiller seul et que ça soit vite et bien fait. L'anecdote, c'est que quand je suis retournée en Nouvelle-Calédonie, où j'ai passé mon lycée, les premiers mois, je demandais à ma mère de me sortir de là. Je m'embêtais tellement on perdait du temps. Exemple, en cours de maths, pendant que le prof il écrit un problème au tableau, moi je commence à le résoudre et en fait quand il a fini, moi aussi j'ai fini. On corrige et en fait, non, il y a personne qui a commencé. Bim, du temps perdu. Donc j'ai passé mon brevet, ma soeur son bac de français à Bangkok, en Thaïlande, dans un lycée français. Dans ce témoignage, en fait, je veux montrer qu'en étant un enfant nomade, on peut voyager et avoir une scolarité. La preuve, j'ai passé un bac scientifique avec une mention. J'ai réussi la difficile première année de médecine pour passer en école de kiné. Pourquoi ? Faut se lancer. De nos jours, c'est un effet mode, surtout depuis le Covid, qui a un peu ouvert les yeux aux gens. Mais il y a 30 ans, c'était pas du tout la même. Auprès de notre entourage, la famille, mes parents, c'était des inconscients en fait. On allait voir des cannibales et tout, j'en passe. Ils ont tenu bon les critiques et ils ont bravé la folie. Partir sur un voilier alors qu'ils n'y connaissaient rien, avec 2 jeunes enfants et un berger allemand. Mes parents travaillaient beaucoup avant de partir, donc en France c'était un rythme parisien. Donc mon père était souvent en déplacement à l'étranger, il nous voyait pas grandir. Un jour en voyage, on était en tente de toit en HJ80. En Turquie, mon père a vu Vaini, donc c'est notre catamaran. Et là, coup de foudre. Fini, il l'a voulu. Bon, le gars, il voulait pas le vendre. Ça a mis à peu près 1 an pour qu'il l'achète. C'est parti, avec un équipier qui, lui, s'y connaissait. Et il a transmis son savoir aux parents. On a fait 1 an comme ça, et on est rentré 1 an en France, en Haute-Savoie, pour se rescolariser et voir qu'est-ce que l'année au CNED avait donné. Et surtout, organiser le prochain départ, qui à la base était encore prévu pour juste 1 an. Alors ensuite, troisième chose qui revient, c'est les amis. Cette vie, elle est magnifique, ça fait rêver, comme la van life, on voit que les bonnes choses, que le positif, mais il y a quand même une face cachée. Avec ma sœur, on n'a pas connu des amis d'enfance, des repères fixes, on va dire. Nos repères à nous, c'était nous 4. Ma sœur, c'était ma meilleure amie, ma confidente, mon ennemie, mon acolyte de bêtises, bref, c'était tout. Ça nous a créé un lien magique vraiment fort. Soyons honnêtes, c'est une enfance qui est quand même plutôt solitaire. On passe la majorité de notre temps entouré d'adultes. Tu rencontres d'autres enfants sur des bateaux, toute nationalité. Le point, c'est que tu apprends par l'anglais. Si tu veux communiquer
communiquer et tu sais que c'est éphémère en fait. En une semaine, c'est tes meilleurs amis et puis hop, goodbye. Pour le coup, ça d'ailleurs, ça a été une des choses les plus dures pour moi, pour m'acclimater en rentrant en France. J'avais pas les bons codes. J'en ai beaucoup souffert pour comprendre comment ça fonctionnait et m'adapter. J'ai eu la chance. Quand je suis rentrée en France à 18 ans, donc après, pour remettre un peu dans le contexte, 10 ans sans jamais de rentrer en France. Je me suis retrouvée dans une ville inconnue, Marseille, d'un bateau, un appartement, où là, il y a l'eau à volonté, l'électricité, il n'y a pas besoin de prendre le Zodiac pour sortir, il faut juste ouvrir la porte et tout. Sans famille ou connaissance. Le premier jour de médecine, j'ai rencontré Marie, qui est devenue ma meilleure amie. Et c'est mon pilier dans cette nouvelle vie terrienne, que je l'embarque toujours avec moi dans mes délires. Cette expédition aussi, c'est quand même grâce à elle. Depuis le début, en fait, elle me soutient, elle m'encourage, alors que tout le monde disait que j'étais folle. Ça, c'est le petit côté remerciement, Marie. Donc, revenons à mon mouton. Actuellement, donc, j'ai tendance à retrouver ces liens forts, éphémères, qui se créent entre voyageurs lors des rencontres en van life. Autre chose qui revient souvent, l'occupation. En bateau, pareil, c'est comme en van life, on a toujours quelque chose à faire. Pour mettre les choses dans leur contexte, on menait une vie simple. Il y a 25 ans, donc il n'y avait pas internet, on n'avait pas de panneaux solaires ou de batteries ultra performantes pour stocker l'électricité, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de PlayStation, d'ordinateur, enfin si. À la fin du voyage en Thaïlande, on a eu un petit ordinateur pour regarder des VCD. Donc on avait des livres. Une bibliothèque sur un bateau, c'est sacré. Donc à peu près à 10 ans, entre deux Laura Ingalls, je lisais du Zola pour m'occuper. Ce qui était long, c'était les grandes traversées. Un mois en mer pour rejoindre 2 continents. Exemple, Maldives, Thaïlande, à peu près 3000 km, donc 6000 miles ou 4 heures d'avion. Pour nous, un mois. Donc un mois entouré de bleu à perte de vue. Aucune mer ni oiseau en vue. Rien à l'horizon, seul au monde. Donc là, tu peux ni te baigner, ni faire de planche à voile, aller chasser du poisson ou quoi. Heureusement pour moi, je me suis trouvé une passion pour la pêche. Pêche à la traîne, donc c'est du pêche des gros poissons, hein, des thons, des espadons, des trucs d'un mètre et tout. Donc ça, c'était cool. En gros, nos journées, elles sont rythmées par les quarts de nuit. Pour l'explication, quand tu navigues, il faut toujours surveiller un bateau, faut pas le laisser seul. Pendant que tu dors, tu vas pas te coucher et le matin, tu te lèves, on est là. On fait ce qu'on appelle des quarts de nuit. Toutes les 3 heures, on va se relayer chacun à notre tour. Par exemple, ma soeur, elle faisait 9h, minuit. Moi, je faisais minuit 3h, ensuite ma mère 3-6 et après mon père. Pendant ces traversées interminables, donc il y en a eu 3, Somalie, Seychelles, Seychelles, Maldives, Maldives, Thaïlande. Donc là en fait on travaillait double. L'idée c'était de gagner des jours de visite quand on arrivait dans le nouveau pays. Hors de ces traversées, donc en temps normal en fait, donc après nos devoirs qui nous occupaient à peu près toute la matinée, on allait visiter la terre, on jouait avec nos nouveaux amis, on plongeait, même si petite, on était terrorisés par les requins avec ma sœur. Donc on aidait aussi aux tâches sur le bateau. Donc généralement moi j'étais de corvée de pain et je traînais souvent dans les pattes de mon père pendant qu'il réparait quelque chose. Donc je lui tendais les outils. Et le pire, c'était la corvée d'eau. Ça, ouais. Sur un bateau, c'est comme en van life, on n'a pas l'eau à volonté. Il faut remplir les réservoirs. En van, en général, c'est quand même plus ou moins pratique. Tu te poses à côté d'un robinet, hop, tu mets le tuyau, clac, tu le branches. Sauf que sur un bateau, que tu n'es pas au port, aller au port c'est payant. On se garait, donc en fait on mouillait plus loin et en fait on allait avec le Zodiac, donc c'est le petit bateau, et on est à la terre, on faisait ce qu'on appelle donc ces allers-retours. Imagine quand on a 700 litres à remplir avec des jerrycans de 20 litres, le nombre d'allers-retours à faire. Ma sœur, elle adore cuisiner, donc elle passait son temps à faire plein de petits plats locaux, donc ça c'était cool. Pour la petite anecdote, lors de la première longue traversée, donc Somalie-Seychelles, on n'a pas eu de chance avec le vent, qui s'est caché pendant des semaines. Après plusieurs jours au moteur, en fait on est tombé en panne de gasoil. On a dérivé en attendant que le vent revienne, sauf qu'au bout de plusieurs jours, les réserves d'eau, de nourriture ont commencé à baisser. Donc là, tu te douches à l'eau de mer et tu te rinces avec une bouteille d'1 litre d'eau douce. Donc heureusement, au bout de plusieurs échecs à la radio d'appel en Mayday au cargo qui passait, donc il y en a un qui a bien voulu nous dépanner d'un fût de gasoil qui nous a permis d'arriver à bon port. Donc suite à ça, mon père a installé un désalinisateur en Afrique du Sud, donc c'est ce qui permet en fait de passer l'eau de mer en eau douce. Autre question qui revient, les peurs. Alors oui, tout n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une expédition et pas des vacances. Par exemple, la météo, c'est le sujet pointilleux. Sur un voilier, t'avances au gré du vent, donc tu vas pas où tu veux et quand tu veux. Il faut que tu t'organises en fonction des fenêtres météo, ça s'appelle, où le vent et la mer sont favorables, elles nous poussent au lieu d'être contre nous. Ça peut vite devenir un enfer et en fait on peut faire du surplace, voire du marche arrière. Maintenant, il existe plein de systèmes pour avoir la météo facilement, en pleine mer tous les jours, avec notamment les satellites. Mais il y a 20 ans, il n'y avait rien de tout ça. On a vu juste un Navtex. En gros, c'est une sorte de Minitel de la météo. Les longues traversées, des fois, c'était un peu la loterie. Bien sûr, on a eu le droit à une queue de cyclone en pleine mer, des grosses tempêtes vers l'Afrique du Sud, Madagascar. On arrive en Nouvelle-Calédonie aussi, on a dû prendre la fuite. Donc c'est arrivé quelques fois quand même. Dans ces moments-là, t'es seul, t'es petit face aux éléments quoi. Et surtout dans ces moments-là, le pilote automatique, il peut pas gérer les grosses vagues tout seul. On est obligé de relayer et de barrer pour maintenir Vaini face aux vagues, pour pas qu'elles nous tapent sur le côté et qu'elles nous renversent. Ça c'est pas facile. Donc en gros, tu courbes les chines et t'attends que ça passe. On a eu des pirates
question qui revient souvent. Et bah oui, ça existe. Bon, concrètement, ça ressemble pas aux pirates des Caraïbes. Mais ouais, il y a eu des pirates, donc notamment vers la Somalie et le détroit de Malacca en Indonésie aussi. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Première fois où on arrive en Israël, on a failli servir de martyr en fait pour marquer le coup d'une fête juive par un bateau sûrement de pirates palestiniens. Je sais pas trop ce que c'était. Quelques petites frayeurs, mais toujours une bonne étoile. Si, au début du voyage, avec ma sœur, donc comme je disais avant, on avait une peur bleue des requins. Merci les dents de la mer. Aucune de nous ne voulait aller dans l'eau la première. Comme si la première qui sautait, elle se faisait croquer. Bon, en vrai, c'était ma soeur la plus courageuse et c'était elle qui allait quasiment tout le temps en première. Jusqu'à ce qu'on voit nos premiers requins, en fait, volontairement. Où c'était à Chabroumi, au Soudan. C'est d'ailleurs la première plongée bouteille que j'ai faite, donc à 10 ans, sur Précontinental 2. C'est un endroit où Cousteau, en fait, 6 hommes, ils ont vécu sous l'eau, dans une soucoupe à 10 et 25 mètres pendant un mois. Ah, c'est ouf quand même. Bref. Là, on a vu un balai de requins, volontairement. Ils étaient là, ils paraissaient pas méchants et en fait aucun rapport avec les dents de la mer. Et depuis ce moment-là, en fait, la peur s'est envolée et surtout pour laisser place à une fascination. Puis avec la chasse sous-marine, les centaines de requins qu'on croise, enfin les dizaines qu'on croise à chaque fois, donc toutes les chasses que j'ai pu faire, j'en ai croisé des centaines de milliers. À parté pour les requins qui sont méchants. Protéger les requins. Autre question aussi qui revient, c'est l'argent. Donc quand on part, on a toujours peur de pas avoir assez. Souvent, ça va freiner un départ. Mais en vrai, sur un voilier, t'avances au gré du vent. Donc c'est le moteur principal. Donc ton plus gros budget, qui est le gasoil, quand on voyage par exemple en 4x4, du coup, il va être vachement limité. Et ensuite, il n'y a pas de secret, faut économiser. Hein. Pour nous, en tout cas, donc le budget était assez limité. Donc il y a 25 ans en arrière, on s'en sortait à peu près avec 400-500 euros par mois à 4 avec un chien. On faisait hyper attention. On n'allait pas au resto, allez, si on faisait un par un, c'était la fête. On faisait pas de shopping. Les courses, on achetait 10 kilos de riz, 10 kilos de pâtes, 10 kilos de farine, on pêchait notre poisson. Dans plein de pays comme la Papouasie ou même quasiment partout, on troquait énormément, donc nos barbies, nos habits, contre des fruits, des légumes. Peu de plaisir quotidien dont on est complètement dépendant dans notre vie sédentaire en France. Mais en vrai, zéro manque pour nous parce qu'en fait, on connaissait pas. Le secret aussi, c'est de tout faire soi-même. Mon père, il est mécano et en fait, il a tout appris sur le tas. Réparer les voies, gérer l'électricité hydraulique, refaire la fibre de verre si un bateau nous rentre dedans, qui est déjà arrivé aussi. Ça prend à être indépendant pour réparer au lieu de jeter quoi. Question qui revient souvent aussi, les coups de cœur. Ça, c'est vraiment une question piège. En vrai, c'est pas facile. Il y a plein d'endroits où, en fait, ça nous plaisait, on y restait, ça nous plaisait pas, on partait, quoi. En pays marquant, je pense qu'on peut quand même dire l'Afrique du Sud. On y restait 2 fois, 6 mois. Et c'est vraiment magnifique. Tous ces animaux, les paysages, les gens sont adorables, mais en même temps, c'est très dur de par son histoire. L'apartheid, le racisme, qui est encore très présent. Maintenant encore, parce que j'y suis retournée en 2022. Le bateau, c'était en 2000. 20 ans après, c'était toujours aussi dur, mais en même temps, toujours aussi magnifique. Une explication, Vaini, c'est le catamaran. Je pouvais pas finir cette vidéo sans parler de Vaini. Ça a été ma maison pendant 10 ans et celle de mes parents depuis 25 ans parce qu'ils vivent toujours dessus maintenant. C'est un catamaran, donc il y a 2 coques de 20 mètres de long, qui est à peu près mon âge, il va avoir une bonne trentaine d'années. Donc le fait qu'il soit assez grand, nous a donné quand même un certain confort, une stabilité nécessaire quand même pour vivre à 4 pendant aussi longtemps. Comme je l'appelle, hein, c'est une tortue quoi. C'est comme Patin, il avance doucement mais sûrement. C'est cool ce qu'on pouvait avoir chacun nos petits moments. Il y avait 4 cabines, des lits king size. Moi je dormais à l'avant tribord, donc c'est à droite, et ma soeur à l'arrière bâbord, donc à gauche, histoire d'être le plus éloigné qu'on s'en se pailletait. Pour finir, les anecdotes, pas faciles, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'en ai quand même choisi quelques-unes. Souvenir qui était gravé dans mon cœur, c'est en Indonésie, dans une île perdue. On devait être vraiment les premiers étrangers en fait qui voyaient. Comme d'habitude, dès qu'on arrive au mouillage, il y a toutes les pirogues qui viennent à la rame, viennent nous accueillir et essayer de nous vendre quelques affaires. Là, il y a une mamie édentée en fait qui va troquer quelques petits fruits et elle bloque complètement sur les boucles d'oreilles de ma mère. Donc elle avait des grandes créoles. Je sais plus qu'est-ce qu'on lui a donné, mais dedans il y avait un trombone. Et la femme direct, elle te l'a mis à son oreille et en fait le sourire qu'elle avait, je m'en rappellerai mais toute ma vie. Anecdote, quand je boudais, donc ça arrivait assez souvent, pas se mentir, hein, je crois que j'étais assez compliquée comme enfant. C'était pas facile à s'exhiber devant tout le monde sur un bateau. Je prenais mon Discman et je montais en haut du mât pour m'asseoir sur la première barre de flèche. Là j'étais tranquille et surtout je savais que ma mère ça la mettait en rogne. En vrai, avec du recul, c'est quand même assez dangereux parce que grimper à une dizaine de mètres sans aucune sécurité comme ça, c'était quand même un peu tendre. Je peux t'attendre depuis le début avec impatience. Je me doute que maintenant que j'ai ouvert le sujet, c'est les pirates. L'anecdote qui est arrivée en Israël, donc on a failli servir de martyr. En fait, là, à quelques heures d'arriver au port, surgit nulle part, on a une petite vedette qui se dirige vers nous. Donc rapidement, on voit aux jumelles une espèce de drapeau bizarre avec une croix de pirate. Donc autant dire que là, panique à bord. Mon père, donc il appelle donc à la radio directement la navire israélienne, qui nous dit pas t'inquiéter, qu'ils seront là dans quelques minutes. Ok, d'accord, mais bon, il y a personne en vue, mais bon. Ok. Pendant ce temps, la petite vedette, elle se rapproche petit à petit. Elle ouvre en fait à l'avant une trappe, et là,
elle sort une mitraillette. Mon père, il nous dit nous coucher en fait sous la ligne de flottaison dans les coques. Là, une preuve vraiment de l'efficacité de la Navy. Effectivement, il y a un bateau militaire qui est arrivé quelques minutes après. Ils ont joué au chat à la souris, tourné autour pendant un moment, et nous, on était en plein milieu, on n'arrivait pas à partir de là. Sinon, ma devise, c'était un hôpital dans chaque port. Un vrai casse-cou. Donc j'ai pu découvrir la joie des hôpitaux hors France, où bien sûr, faut payer avant d'être soigné, ou même si c'est à l'article de la mort. Entre autres, avec un petit palu aux Seychelles. Donc là, ma mère, elle avait pas mal paniqué et elle a contacté un médecin français sur un navire militaire pas très loin du mouillage. Bref, l'histoire, elle a fini à l'hôpital de Maille. Des anecdotes moins marrantes, malheureusement. Un bateau d'amis qui a dérapé pendant un gros coup de vent, qui a fini donc sur les récifs. Il est au mouillage, il a l'ancre, et en fait, quand il dérape, c'est quand l'ancre, elle tient pas. Il a fini dans les caillasses, quoi. Il y a une énorme solidarité, en fait, entre voiliers, qu'on a mis en place un système de relais de plongée pour récupérer le maximum d'affaires sur le bateau pour qu'ils puissent le revendre, payer leur billet de retour pour rentrer au Canada. Allez, pour finir, la paranoïa de ma mère pour les maladies. À Madagascar, entre autres, pendant qu'on y est passé, il y avait le choléra. Donc tu sais, cette maladie que tu vois à la télé dans les films, en fait, on était en plein d'épidémie pendant notre voyage. Je te raconte pas le stress de ma mère, ça y allait, des bains de javel de partout. Je pense que tu peux mieux comprendre cette passion du voyage qui m'anime, qui coule dans mes veines depuis mon enfance. Ce côté hyperactif aussi, débrouillarde, qui va rythmer mes journées pour réaliser mes rêves les plus fous. C'est une enfance particulière, hors du commun, et je pense que maintenant, ça fait la personne que je suis. Comme tu sais, j'aspire à réaliser mes rêves, c'est mon aventure maintenant, et c'est découvrir l'autre partie du monde que je ne connais pas encore. Au fil de la préparation de pâtes, en parallèle, je me suis formée à la vidéo et j'ai acquis du matériel de qualité. Donc si mes premiers plans sont mal filmés à mes débuts, sois indulgent, on a tous débuté. Mais tu pourras découvrir l'évolution et ma reconversion en tant que vidéaste et reporter au fil du voyage. Pour commencer, je vais te présenter Pat. Donc c'est un Y61 de 2003, un vrai 4x4 de ville, sans aucune modification, qui avait été mis une fois en cadron motrice pour monter un trottoir, dixit la dame âgée qui me l'a vendu. C'était important pour moi de partir de zéro et d'avoir une base saine avant d'investir autant d'énergie. L'aménagement de Pat. En été 2022, ma meilleure amie me rejoint pour me donner un coup de main et en 2 semaines, la première base est faite. Pat est entièrement mise à nu. Je tiens à te préciser que je ne suis pas du tout de métier, je suis kiné et pompier, donc ça a vraiment été une découverte totale pour moi et pour le coup, les tutos sur YouTube et les conseils des voyageurs m'ont énormément aidé. L'isolation est faite, l'eau est installée, après quelques petites fuites. L'électricité est posée, même si je vais tout modifier et tout faire évoluer plus tard. La moquette du plafond à l'arrière est enlevée pour pouvoir y fixer des choses et poser des LED. La banquette lit-peigne est en place. Les coussins sur mesure sont prêts. L'aménagement de la cuisine évolue petit à petit. Pareil, entre-temps, le réchaud a évolué. J'utilise plus ce petit camping-gaz très pratique. Même le petit frigo de 25 litres a trouvé sa place. Et là, première mauvaise surprise, le châssis, il est tout rongé par la rouille. Le vendeur avait tout masqué avec une belle peinture neuve, et comme une blonde, j'ai rien vu. Mais au bout de 6 mois, tout a commencé à s'écailler. Et donc là, j'avais pas les moyens de sabler, donc ça a été 4 jours non-stop de ponçage, de grattage. J'avais de la rouille partout, franchement, c'est un moment très désagréable. Mais après plusieurs couches d'anti-rouille, son squelette est enfin prêt. Bon, si t'es là, c'est que t'as sûrement un 4x4 et tu le sais sûrement. C'est bien de mettre les mains à la pâte. Alors je me mets à la mécanique. Je commence par de petites révisions et petit à petit ça évolue à des choses un peu plus compliquées. Comme le freinage, les plaquettes, les étriers, les disques. Mais pour ça, il faut démonter les roulements de roues avant. Alors tant qu'à y être, autant faire la réflexion de fusée. Je le rappelle, je suis pas mécano, j'apprends toute seule grâce aux tutos YouTube et surtout beaucoup d'observations. La phrase que je me répète 2-3 jours avant de m'y mettre, si d'autres le font, alors pourquoi pas moi ? Mais je vous cache pas que c'est des grands moments de solitude, mais d'une satisfaction énorme après. De retour sur l'aménagement intérieur qui va aussi évoluer un peu. Je l'avais laissé en 3 places, mais finalement j'ai enlevé la banquette arrière, fait gagner énormément de place pour les rangements. Donc je peux mettre plein d'habits, plein de choses, et surtout j'ai un petit espace pour faire une cave à vin. Peu de place utilisable et plat sur pattes. C'est décidé, le panneau solaire sera fixé sur la tente de toit. C'est pas une mince affaire parce que la Jdem Baroud, elle fait plein de vagues. Donc ça sera donc un panneau souple, collé, avec des aérations naturelles par ses vaguelettes. Un gros moment d'émotion pour moi, c'est le premier trou dans patte pour le passe-toit. Et pas le dernier. Et il y a un trou. Les fils électriques sont soudés entre eux et protégés par une gaine d'erbo. Un montage de pro pour pas qu'ils se détachent avec les vibrations. Sous l'extincteur, on va retrouver pour charger les batteries un MPPT par les panneaux solaires et le T-Smart par l'alternateur. Un autre challenge a été de changer ma batterie au gel pour installer
2 batteries lithium de 100 ampères chacune. Pas facile quand on a fait un meuble sur mesure pour une taille spécifique de batterie. L'hiver dernier, j'ai pu tester Pat dans des conditions fraîches jusqu'à -8, avec une nuit dans la tente de toit, avec le chauffage, donc c'est le tuyau que j'installe, et une nuit avec Nomad dans Pat. Montrer l'efficacité de l'Armaflex. Donc c'est assez compliqué de savoir avec quoi on va isoler le véhicule. Il est un peu plus onéreux que les autres, mais voilà, c'est vraiment celui qui prend le moins de place. Il y a une action thermique et phonique. Exactement, il fait 1 degré dehors, donc dans la caisse, et 15 degrés à l'intérieur. Il est 7h30. Le chauffage n'est pas allumé, donc c'est juste la chaleur de Nomad et la mienne. Comme quoi, à nous deux, on y arrive à maintenir 15 degrés en température sans chauffage. Donc c'est pas trop mal, hein. J'en profite aussi pour tester le chauffe-eau et la cabine de douche maison faite par une patiente. Comme tout le reste, il m'a fallu plusieurs modifs pour arriver à quelque chose de solide, fonctionnel, simple et rapide à utiliser. Si t'es curieux du système, Pat est au stand Euro 4x4, je t'expliquerai avec plaisir tous ces petits tips. Ok, c'est un 4x4 où tu vis à l'extérieur avec peu d'intimité, mais ça reste un 4x4 de fille. Miroir obligé. Dernièrement, j'ai pu tester à plusieurs reprises la cuisine à induction avec ma batterie Nomad All Power. Bon, en backup, je garde toujours un petit réchaud multicuiseur qui marche à l'essence, au gasoil, au gaz. Bon alors ce matin, je suis en train de tester une nouvelle chose, c'est la cuisine à induction. En fait, j'ai essayé l'électrique, c'était pas trop ça. En fait, c'était trop long à cuire, donc ça consommait raisonnablement, mais en 3 fois plus de temps que l'induction. Donc on teste, ça a l'air pas trop mal. Le porridge qui est en train de cuire. Donc la batterie, ça l'a descendu là, à 80%. Sachant que j'ai fait bouillir l'eau, le porridge est quand même pas mal. Et il y a les panneaux qui sont en train de charger, donc on a quand même un beau ciel un peu nuageux, mais pas trop mal. Donc là, ils chargent en ce moment, ils sont à 140 watts, sachant qu'ils font du 200 watts. Donc c'est raisonnable, ça va vite me remplir la batterie quand même. Un de mes gros challenges et rêves, c'était d'avoir une vraie terrasse de toit sur Pat. Un vrai casse-tête, mais avec l'aide de plusieurs personnes et des neurones en fusion, on a réussi à optimiser et utiliser 2 caisses de rangement en siège et y faire des dossiers. À côté, on a installé une table amovible. Cette terrasse de toit, c'est l'image de Pat. La terrasse est fonctionnelle! Je suis trop happy. I'm so happy. Nous pouvons officiellement prendre l'apéro à 4 sur Pat. Allez, je t'emmène avec moi dans la partie la plus agréable, les tests. Donc là, j'étais dans les Pyrénées espagnoles. Il faisait juste ultra chaud avec la neige à côté. Un vrai régal. Un autre essai pendant une semaine avec ma meilleure amie. Donc là, on était en Bretagne. Ou pendant mon road trip test d'une semaine à Majorque. Donc nous sommes au Hilton. Donc dans la chambre grand luxe. Option petit déjeuner au lit. Bien sûr, vue mer. Et la plus grosse option, plage privée. Alors je sais pas qui a dit que Majorque était un coin à touristes pour faire la fête. Honnêtement, pour moi, c'est que des randos toute seule depuis le début. Si tu l'avais pas déjà vu dans les plans d'avant, je suis très sportive. Entre autres, beaucoup de crossfit. Et avec Nomad, je me suis mise à la randonnée. Ça va être le gros plaisir de cette expédition, randonnée de la Géorgie au Tibet. Et une des motivations les plus compliquées à trouver en road trip, faire de la gym. Tu arrives à trouver le temps, toi ? C'est pas tout, mais après tout cet aménagement, une préparation off-road de Pat est nécessaire. Donc pour la partie technique, il y a une rehausse de 5 cm avec des suspensions renforcées, des pneus off-road, un blindage moteur, le pré-filtre à gasoil, snorkel, l'amortisseur de direction qui est renforcé, une barre de direction avant qui est renforcée aussi, la barre panard avant et arrière renforcée aussi, plein de cylindres blocs et biellettes qui étaient d'origine. Et vu que Pat est lourd, vos freinages aussi, j'installe des durites aviation rallongées avec des nouveaux disques, plaquettes et étriers. La roue avant elle est levée là. Elle là ? Je crois qu'elle touche pas beaucoup. Ouais. T'as vu le pont comme il est derrière ? À l'arrière, moi t'as un débattement de malade. Laisse tomber. T'as, je sais pas, 30 cm. Je me rends compte que Pat était à la hauteur de sa réputation de roi du désert. Pour l'instant, il passe partout et m'a emmené des pistes enneigées, aux sentiers caillouteux acérés jusqu'à des chemins boueux. Il a même sorti plusieurs fois différents copains de la galère. Je prends aussi le temps d'apprivoiser Pat, connaître ses limites, parce qu'il y a beaucoup de poids sur le toit, c'est pas un 4x4 comme les autres,
mais surtout les miennes, avec un stage 4x4, un raid au Maroc et plusieurs sorties TT avec des copains baroudeurs. Bref, un gros setup, mais Papy Pat a reçu un lifting du haut de ses 21 ans et 280 000 km. Oups, j'ai failli oublier ce moment où Pat est parti à la rescousse d'un Ineos grenadier. Pas une, mais 2 fois d'affilée. Big up Papy Pat. Sauf que la deuxième fois, le grenadier était bien planté, avec de la boue jusqu'au phare. Bref, 3 heures plus tard, avec des coups de pelle, un paquet, et un angle à 90 degrés sur un arbre, on a enfin réussi à le sortir de là. Tous ces sauvetages confirment mes doutes. Il faut absolument que j'installe un treuil à l'avant avant le départ. Allez, je peux pas m'empêcher de vous partager quelques plans de drone qui étaient juste oufissimes. Et on va voir si vous arrivez à reconnaître certains coins. Bon, ça fait un moment que j'y réfléchis, je repars à zéro, j'ai 1 mois pour refaire tout l'aménagement de Pat. Un méga challenge. Franchement, je suis entre l'excitation et entre le stress total. Franchement, à 4 mois du départ, refaire un aménagement, j'ai un peu autre chose en tête. Mon aménagement, à la base, je l'avais fait quand Pat était en 3 places. Parce que j'allais faire un raid au Maroc avec des personnes handicapées. Et donc j'avais besoin d'avoir mon siège pour 2 passagers. J'ai fait tout cet aménagement autour de ça, notamment la cuve à eau, donc qui est là, en fait, qui est énorme et qui prend toute ma place. Mes accès rapides sont condamnés. Gros challenge, j'ai 1 mois pour tout casser. Je vais aussi installer un système de filtration d'eau. Là, j'avais mis du contreplaqué avec plein de tasseaux. C'était ma première découverte. Donc là, je vais prendre du Queen Ply. Je sais pas si tu connais. Donc c'est du contreplaqué qui est en fait très léger. Bon bah allez, c'est parti. Profiter pour lui faire un petit nettoyage. Depuis 2 ans que je l'ai jamais nettoyé et il y a pas mal de tartre sur les parois. Les bactéries adorent se cacher à ce niveau-là. Donc un coup de détartrage, du nettoyant et pouf, je suis partie pour une saison complète. Pour finir, je vais mettre des ions d'argent dans le réservoir pour conserver l'eau. Donc petit tips, mettre un fil dedans pour le rattraper, le changer dans 1 an. On peut dire que j'ai fini une partie bien relou, partie électrique, tout débranché, surtout proprement, tout écrit, où ça allait, les plus, les moins, les interrupteurs. Je pense que j'imaginais pas trop à quel point ça allait être un chantier monstre. Je vais même pas tout démonter encore, enfin je passais quand même beaucoup de temps à démonter la partie haute. J'ai mis un nombre incalculable de vis pour que ça tienne. Ça c'est sûr que c'était solide, hein. Mais c'était lourd. Au fur et à mesure que je démonte, en fait, j'ai une petite boule là dans le ventre qui me dit, mon Dieu, est-ce que t'as fait le bon choix? Est-ce que c'est pas une connerie que je suis en train de faire? Tout était prêt à partir, pourquoi je me lance là-dedans? Donc voilà, là je suis dans la phase où je me dis, mon Dieu, le temps que je passe à tout démonter, est-ce que je vais avoir assez de temps pour tout remonter avant Valoir? Et le bois, je suis en attente parce que le bois, il a un peu de retard. J'ai le meilleur soutien du monde. C'est notre petite discussion avec Nomade. Qu'est-ce que t'en penses? On va y arriver? Hein? On va réussir à faire ça d'aménagement de papates? Donc aujourd'hui, il faut que je finisse l'installation de la filtration d'eau. Ouh! T'es mal à taille.
Donc là, j'ai quasiment fini le système de chauffage chauffe-eau. En dessous du 4x4, il y a le Webasto dans l'aérotherme. Donc comme ça va donner l'air chaud. Ça ressort, ça rentre dans l'échangeur à plaques. Ça va donner l'eau chaude. Aujourd'hui, c'est un jour important. C'est celui où on va faire un trou dans pâte pour mettre la nappe de remplissage d'eau. Donc ça va me permettre, pour faire le plein d'eau, en fait, j'aurai juste à passer par ici plutôt que de passer à l'intérieur du véhicule et ce que je faisais avant et en fait mouiller un petit peu trop. Petit moment redouté, mais il faut bien y passer. Je pense que je serai bien contente après. Bon bah c'est le moment de vérité. Faut pas que je me foire quoi. Faut pas que je me foire. Let's go. Je t'aime fort mon pote. Ah mon bébé, je suis désolée. Ah, et la lumière fut. Yo. Là, il essuie pas mal. Moment. Bon, mes joints écrasent bien. Nomade, il est toujours là en support. Toujours. Un gros chat. Ça a été un petit casse-tête quand même pour tout rentrer parce qu'il faut que je garde l'accès de tous les filtres en fait qu'il va y avoir derrière. Donc j'ai vraiment essayé de fabriquer le meuble en dehors du 4x4 sur la table pour que ça soit plus pratique et surtout plus droit. Donc je me lance dans une confection des tiroirs. C'est la première fois que je faisais ça, j'avoue c'était assez compliqué mais j'ai trouvé cet outil magique pour tenir les parois tout seul. Et donc du coup j'ai des magnifiques tiroirs qui marchent. Tadam! Voilà. Évier qui est enfin en place avec le robinet, c'était vraiment mon point que je voulais vraiment faire dans cet aménagement. C'était pouvoir venir remplir la gamelle de Nomade sans avoir à monter dans le 4x4 parce que c'est quelque chose que je dois faire plein de fois dans la journée. Je t'ai lancé un gros challenge là, Jeff, non? Ouais, un petit peu, ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle version de pâte? C'est très bien. Donc ça peut être que mieux. C'est qu'avant, tu avais trouvé des défauts et que maintenant tu les as rectifiés. L'électricité sera révisée de A jusqu'à Z. Le challenge de Jeff pour aujourd'hui, mais sûrement peut-être pas que aujourd'hui, ça va être de rentrer toute l'électricité Dans un mouchoir de poche. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Jeff? Je t'ai pas entendu. Dans quoi? Dans un mouchoir de poche. Je suis sûre qu'on va réussir à tout optimiser. Alors le truc c'est de brancher les fils sur les appareils. Avant de fixer l'appareil, on essaye d'économiser au maximum, d'optimiser la place. Pendant Jeff est en train de faire des choses un peu compliquées. Du coup, bah, moi je suis en train d'essayer de mettre une cosse. Mais c'est des cosses gros diamètre avec du gros câble. Et du coup, je galère un peu. Mais attention, j'utilise The Pince hydraulique. Hey, gorgeous. Je m'étais donné un mois pour finir ces travaux. On est à la moitié, on est au 15e jour. Donc voilà où ça en est. Du peigne. Tchac. 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 Donc les petites prises qui sont installées, j'en ai encore ici. Ici, ça c'est pour allumer la Starlink, pour allumer la dashcam, la replay d'avant, la replay d'arrière et toute l'info en direct. Mon air conditionné à l'arrêt, donc ça c'est le modem de la Starlink. Si on fait le test, la douchette fonctionne, donc il y a de l'eau. Mission accomplie, aménager un 4x4 en moins d'un mois. Tout le confort du maison avec un frigo, la cuisine, des plaques à induction, le lit de Nomade, mon bureau, le salon, l'endroit où théoriquement je peux accueillir 1 à 2 personnes en étant un peu safe. Plein de placards pour la nourriture, les ustensiles de cuisine, les habits, les affaires pour Nomade. La banquette qui se transforme en lit de 2 mètres par 90. Ma maison de 2 mètres carrés est ready to go. On a prévu des pays chauds avec des moustiques. Il y a une moustiquaire qui fait tout le tour. Elle est aimantée au milieu et en bas. J'en ai profité pour changer la tente de toit et mettre une tente en aluminium. C'est la Edge Overland.
Par-dessus, j'ai pu fixer des barres de toit avec un panneau solaire souple de 200 watts et la Starlink. Bon, maintenant que Pat est prêt, je vais m'attaquer à une autre partie de la préparation d'une grande expédition. C'est la partie moins fun et beaucoup plus stressante, l'administratif. C'est ça de partir seul, hein. À deux, tu peux déléguer à ta copine. Genre, l'une gère la partie technique et l'autre la partie administrative. Bon, je te laisse imaginer qui va gérer la partie technique. Donc voilà, là, le vrai casse-tête commence. Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Où? Les erreurs à ne pas faire pour me retrouver comme les turtle trotters coincés en no man's land entre l'Inde et le Népal. À ce moment-là, je me demande pourquoi j'ai choisi des pays avec si peu d'informations dessus. Étape par étape, je m'y prends surtout 1 an à l'avance. T'as bien entendu, 1 an. C'est le délai nécessaire pour certains vaccins, permis international, passeport. La première chose que je vais voir, c'est le médical. Donc les vaccins, il y en a une chipotée. Le mieux, c'est de se rapprocher d'un centre international de vaccination. Tu vas retracer tout ton trajet et analyser avec un médecin les risques de chaque pays. Je ressors de là avec 9 piqûres, en plus des vaccins classiques. Pour l'eau et les aliments souillés, très répandus dans les pays aux conditions sanitaires un peu douteuses, donc à savoir l'hépatite A, donc tu as une dose avec un rappel 6 mois après. La typhoïde, donc tu as une dose. Ensuite, pour les moustiques, si tu as bien suivi, j'ai attrapé le palu déjà, donc ces moustiques m'adorent. Donc à faire attention pour moi. Donc il y a à savoir la fièvre jaune, donc c'est obligatoire dans certains pays. C'est un vaccin assez spécial qui est avec un carnet qu'il faut absolument garder. En fait, c'est le carnet de ce vaccin qui est valable à vie. Ensuite, tu vas avoir l'encéphalite japonaise. Tous les pays d'Asie un petit peu. Donc c'est 2 doses avec 1 mois d'écart, mais tu peux faire des versions un peu accélérées. Et pour finir, la rage. Donc ça, c'est 3 doses espacées d'1 mois. Donc c'est pas obligatoire, mais avec un chien, des risques de bagarre, et donc du coup, pour moi, de morsure, c'est quand même conseillé. En gros, le vaccin va pas t'immuniser, il va juste te permettre de minimiser l'urgence pour atteindre les soins. Normalement, ça va être 2-3 jours, c'est mortel, hein. Donc là, ça va te permettre t'as au moins 1 semaine pour atteindre un médecin. Donc t'as peut-être vu la vidéo de Len & Jerry où elle s'est fait mordre par des chiens errants à Oman. Donc voilà, ça peut arriver à tout le monde. Donc l'assurance santé voyage. Donc moi j'ai choisi ACS. Et oui, je serai plus sur le régime classique de la sécurité sociale, à savoir la carte verte, la mutuelle. C'est un sujet hyper important à analyser. Donc il y a plein d'assurances connues, médiatisées, mais qui sont pas forcément les plus intéressantes quand tu commences à creuser. Et en termes de tarifs, ils abusent un peu quand même, hein. Pour le coup, la Globe Traveler d'ACS me convenait parfaitement. Donc à savoir, les critères importants pour moi, c'est le montant maximum qui est pris en charge, donc c'est-à-dire 500 000 €. Ça peut très vite chiffrer dans certains pays. Le délai le plus court pour faire venir quelqu'un à mon chevet. Donc vu que je voyage seule, si je dois être hospitalisée, bah c'est quand même bien qu'il puisse faire venir quelqu'un à mon chevet. Donc si c'est 9 jours ou 4 jours. La prise en charge d'un billet en cas de décès d'un membre de ma famille. Donc ce que je n'espère pas, mais ça peut arriver. Nous, quand on est parti en voilier avec les parents quand j'étais petite, même pas 6 mois après le départ, il y a ma grand-mère qui est décédée. Donc quand tu le retrouves sur un voyage avec un budget qui est complètement restreint, bah c'est sûr que payer un billet avion aller-retour pour un enterrement, bah c'est assez compliqué dans ton budget. Donc on n'y pense pas, mais ça c'est quelque chose de très important. Donc à savoir si ça se fait par courrier, par mail, par application, ça paraît bête, mais c'est hyper important de voir ça avant. Donc la prise en charge directe des frais en cas d'hospitalisation. Donc ça c'est hyper important. Alors pas en termes de soins, mais t'es hospitalisé, tu dois faire un IRM, peu importe, ça coûte hyper cher. Là t'as pas besoin de faire d'avance de frais. Aussi quelque chose d'important, c'est l'assistance à rapatriement. Quand tu pars dans des pays en fait où le médical est assez précaire, c'est hyper important de voir ça. Donc nous par exemple quand on était à Mayotte, donc pendant le voyage en bateau, ça reste quand même une île avec des médecins français. Tous les jours t'avais un avion qui partait en fait, qui était quelqu'un qui était évassané. Donc même si j'ai une assurance médicale, ça va quand même être important d'avoir une trousse médicale. Le but c'est pas de faire de l'automédication, ça va surtout être de pallier à des urgences, le temps d'accéder à des médecins. Donc une chose qui va être bien aussi pendant ce voyage, c'est que normalement avec la Starlink, je devrais avoir internet quasiment partout. Donc je devrais pouvoir consulter des médecins en téléconsultation, donc médecins français en téléconsultation. Donc ça sera quand même un truc vraiment pratique pendant ce voyage. C'est bien si j'ai quand même quelques médicaments au cas où. Donc là c'est peut-être mon côté pompier qui voit toujours le pire. Donc j'ai séparé ma trousse en 3 parties. Trousse médicale pour un tour du monde. Une boîte de médicaments, une boîte de bobologie d'accès rapide, une trousse d'urgence saignement et une boîte de réserve. Je garde l'ordonnance par sécurité pour les frontières. Pour gagner de la place, j'ai enlevé les boîtes en carton et fixé les posologies avec des élastiques. En détail,
Augmentin pour l'antibiotique, paracétamol pour la douleur, ibuprofène en anti-inflammatoire et la douleur, Turfanor c'est un antidiarrhétique, donc c'est pour la tourista, Smecta c'est juste un pansement gastrique, Vogalène en antivomitif, Inoral donc c'est un antihistaminique pour les allergies, Codoliprane pour la douleur plus avec opiacé, et un Anapen je prends au dernier moment, c'est les chocs anaphylactiques comme des piqûres de guêpe, c'est un stylo d'adrénaline. Damage control, le sac, si je le sors, c'est que c'est pas bon. Une agrafe stérile à usage unique, pour les grosses coupures, si j'ai trop de temps à accéder à un médecin pour recoudre Nomad ou moi. Stéristrip, pour scotcher les deux bords d'une coupure. Bandage israélien, ça c'est un gros pansement compressif avec des attaches pour faire bras de levier. C'est pas donné, mais ça peut vraiment sauver une vie. Un garrot tourniquet, bon ça j'espère jamais l'utiliser, mais c'est pareil, c'est important en cas d'urgence. Bobologie, désinfectant, bicéptine, bétadine, des compresses, des pansements, du sérum phi, différents pansements non adhésifs pour les poils de Nomad, du tuile gras en cas de brûlure. La réserve, du bain de bouche, de la biafine pour les coups de soleil, de l'anti-moustique très efficace, des seringues pour faire avaler des médicaments à Nomad. Je vous conseille de vous rapprocher de votre médecin pour avoir vraiment les meilleurs conseils là-dessus. Ensuite, niveau administratif, vient le permis international. Dans les textes, il le faut dès qu'on quitte l'Europe, mais en vrai, c'est pas toujours demandé. Donc là, pour le coup, c'est assez facile, la demande se fait en ligne sur Hans. Tu envoies un courrier avec dedans une lettre prétimbrée et dans laquelle ils te renverront ton permis entre 6 mois à 1 an plus tard. Sacré délai. Personnellement, moi, je l'ai reçu il y a peu, donc ça a mis 9 mois. La grande inconnue de plein de gens, le CPD. Donc c'est le carnet de passage en douane. C'est obligatoire dans plusieurs pays, notamment Oman, le Pakistan, l'Inde. Pour faire simple, avant de partir en France, tu vas à l'Automobile Club, tu laisses une caution de la valeur de ton véhicule, et quand tu rentres de ton voyage, on te rend ta caution. Donc c'est une preuve pour les pays où tu vas aller, donc par exemple Oman, comme quoi tu vas pas vendre ton véhicule sur place, bien tamponné à l'entrée, mais surtout ne pas oublier la sortie. On peut t'embêter si la sortie n'a pas été valide. Bon, ils voient bien que le véhicule est là, mais ils peuvent t'embêter et vouloir te garder ta caution. Donc tous les ans, il faut le renouveler. Donc l'aspect financier à avoir en tête de CPD, c'est que c'est 1 à 2 fois la valeur de ton véhicule. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir des véhicules anciens, parce que ça peut vite chiffrer. Donc t'as quand même un plafond minimal qu'il faut leur donner, donc c'est 5 000 €. Donc là, c'est assez pratique. Encore une fois, tu fais tout en ligne et ils peuvent t'envoyer par la poste le carnet jusqu'à 1 mois après par DHL. Donc souvent, ils le font en Turquie. Mais dans mon cas, ça va sûrement être au Kyrgyzstan, vu que j'aurai le passage un peu plus tard en Inde. Les visas. À ce niveau-là, je peux juste chercher le max d'infos, mais finalement, il n'y a pas grand-chose que je peux faire à l'avance. Je verrai avant d'entrer dans les pays. Donc, par exemple, pour le rejoindre le Kazakhstan, on doit passer par la Russie. Donc là, on peut avoir un visa transit de 3 à 5 jours, et qui va être beaucoup moins cher et beaucoup plus facile à faire en Arménie plutôt qu'en Géorgie. Ou le visa indien, faut absolument faire un visa papier, et non un e-visa si tu arrives par la route terrestre. Donc pareil, tu as l'organisation des convois pour la Chine, parce que la Chine, c'est assez particulier, ça se fait pas seul avec un véhicule, tu as un guide et tu as tout un convoi pour partager les frais. Donc tout ça, voilà, ça se réfléchit à l'avance, mais ça se verra au fil du voyage. Vient ensuite les vaccins pour nomades. Donc pas mal de recherches pour les contraintes suivant chaque pays, et là, il existe une mine d'or à Nivette. Il va retracer toutes les obligations en fonction de chaque pays. En gros, il va avoir besoin d'un carnet de vaccination international, normal. Il va être à jour des vaccins classiques, normal. La différence qu'il va y avoir en France, en fait, ça va être surtout la rage. Qu'en France, la rage, tu dois avoir un vaccin tous les 2 ans. En Asie, c'est 2 doses tous les ans. Et notamment pour la Chine, il a besoin d'un titrage daté de moins d'1 an. Donc dans les textes aussi, il demande un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire moins d'1 semaine avant donc du pays qu'on va quitter. Donc apparemment ça, dans les faits, les voyageurs me disent que ça n'a jamais été demandé. Certaines normes aussi, notamment pour la Chine, donc sa puce électronique, elle doit avoir un certain code pour qu'ils puissent la lire avec leur lecteur. Et si tu l'as pas, du coup, faut que tu viennes avec ton propre lecteur pour qu'ils voient que le chien a une puce. Donc c'est pas mal de choses à faire attention, mais pour la Chine, ça peut éviter une quarantaine. Et donc dans mon cas, c'est littéralement impossible de faire une quarantaine en entrant au Népal et en quittant en Mongolie. Tu l'as compris, c'est un voyage solo à l'autre bout du monde, dans des pays soi-disant peu recommandables, mais ça fait 3 ans que je prépare Pat et qu'avec Nomad, on apprend à l'apprivoiser. J'espère que je vais réussir à casser ces images négatives d'une femme au volant et changer la vision de certains pays au travers des vidéos sur ma chaîne Nomad Trip. C'est un voyage solo, mais avec Nomad, je ne suis pas vraiment seule.